Je m'appelle Manon Richard. J'ai 35 ans et je suis organisatrice d'événements d'entreprise, basée dans la magnifique ville historique d'Amboise, au cœur de l'Indre-et-Loire. Mon métier consiste à créer de la magie, à orchestrer des moments de bonheur parfaits pour les autres. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de vous raconter l'histoire de ce qui devait être le plus beau jour de ma propre vie. Le jour où j'ai épousé l'homme que je pensais aimer plus que tout au monde. L'homme dont je croyais sincèrement qu'il m'aimait en retour avec la même ferveur. Mais au lieu de cela, ce jour sacré est devenu celui où j'ai regardé mon tout nouveau mari tenter de m'assassiner lors de notre propre réception de mariage, au milieu des rires et des coupes de champagne. Minuit 24, lors de notre mariage, dans un moment d'inattention générale, j'ai vu mon mari verser quelque chose dans ma coupe de champagne alors que personne ne regardait. J'ai échangé nos verres. Lorsqu'il a levé son toast et a bu, j'ai souri et j'ai murmuré les mots qui ont fait virer son visage au blanc livide, un masque de terreur pure. Ce que j'ai découvert cette nuit-là allait exposer un plan si diabolique, si calculé, si froidement sanguinaire, que même maintenant, 2 ans plus tard, je me réveille encore au milieu de la nuit, le cœur battant la chamade, trempé de sueur froide. Minuit 50, je me souviens de ce moment précis où j'ai réalisé que l'homme debout à côté de moi en smoking, l'homme qui venait tout juste de promettre devant Dieu et nos familles de m'aimer et de me chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare, avait déjà décidé exactement quand cette mort surviendrait. Et il l'avait planifié à la minute près. Avant de continuer avec cette histoire, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. S'il vous plaît, cliquez sur ce bouton « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne. 1h10, et je le pense vraiment. Commentez ci-dessous d'où vous regardez, parce que j'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul dans cette épreuve. J'ai besoin de savoir qu'il y a d'autres personnes là-bas qui comprennent ce que c'est que de voir sa réalité entière voler en éclats en un seul instant, de voir le sol se dérober sous ses pieds. 1h28, parce que ce qui s'est passé ensuite a changé tout ce que je pensais savoir sur l'amour, sur la confiance, sur l'homme avec qui j'avais passé 4 années de ma vie. Laissez-moi vous ramener au début, car vous devez comprendre qui j'étais avant ce jour fatidique, avant que l'innocence ne me soit arrachée. J'ai rencontré Lucas Thomas 4 ans avant notre mariage. J'avais 31 ans. Il en avait 33 et nous nous sommes rencontrés lors d'un gala de charité que j'avais organisé pour une grande entreprise technologique de la région, dans un lieu prestigieux près de Tours. 1h48, il était là pour représenter son cabinet d'assurance. Il était d'une élégance rare dans son costume bleu marine, et il avait ce sourire qui illuminait littéralement la pièce, un sourire qui semblait promettre sécurité et chaleur. Nous avons parlé pendant des heures cette nuit-là, ignorant le brouhaha autour de nous. Il m'a parlé de son travail en tant que courtier en assurance, de ses rêves de fonder sa propre agence un jour, de la façon dont il avait grandi à Saint-Malo, face à la mer, et avait déménagé dans la vallée de la Loire pour de meilleures opportunités professionnelles. 2h09, il semblait ambitieux, motivé, et surtout, profondément gentil. Il m'a posé des questions sur mon travail, a vraiment écouté quand je parlais des défis logistiques de l'organisation d'événements, se souvenant de détails infimes de nos conversations. Il semblait parfait. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant qu'il ne me demande en mariage. Et je parle d'une vraie cour, vous savez, des dîners romantiques où nous parlions vraiment, des voyages le week-end, parfois à la montagne ou sur la côte, et la rencontre de nos familles respectives. Ses parents semblaient adorables. 2h34, sa mère m'a serré dans ses bras la première fois que nous nous sommes rencontrés et m'a dit qu'elle était si heureuse que Lucas ait trouvé quelqu'un qui le faisait sourire comme ça. Mes parents l'adoraient. Mon père, Pierre, qui est l'homme le plus sceptique que j'ai jamais connu, m'a prise à part après le premier dîner de famille, entre le fromage et le dessert, et m'a dit « Manon, je pense que celui-ci, c'est le bon. Garde-le. » 2h59, mon jeune frère, Léo, qui avait détesté chaque homme avec qui j'étais sorti auparavant, a même invité Lucas à jouer au football avec ses amis le dimanche. Tout le monde aimait Lucas. J'aimais Lucas, ou du moins j'aimais qui je pensais que Lucas était. Il m'a demandé en mariage sur une plage à Deauville lors d'un week-end en amoureux. Il s'est mis à genoux au coucher du soleil, le vent marin dans nos cheveux, avec une magnifique bague vintage qu'il disait avoir appartenu à sa grand-mère. 3h18, j'ai dit oui sans même y penser une seconde. J'étais si heureuse, si bêtement, aveuglément heureuse. Nous avons fixé la date pour 18 mois plus tard parce que je voulais du temps pour planifier le mariage parfait. Et en tant qu'organisatrice d'événements professionnels, j'avais des idées très précises sur ce que « parfait » signifiait. J'ai passé ces 18 mois à concevoir chaque détail. Le lieu,
un magnifique château privé dans la Loire avec des jardins à la française qui ressemblaient à un conte de fées. 3h44, les fleurs, des roses blanches et des pivoines, des milliers d'entre elles, parfumant l'air d'une douceur enivrante. Le repas, un somptueux bœuf bourguignon avec une sélection de fromages affinés, préparé par le meilleur traiteur de la région. La robe. Oh mon Dieu, ma robe. J'ai passé 6 mois à trouver la robe parfaite. Une création de Laure de Sagazan, en dentelle de Calais délicate, avec une traîne cathédrale qui nécessitait 3 personnes pour être gérée. Je ressemblais à une princesse. Je me sentais comme une princesse. 4h05, je n'avais aucune idée que j'étais en train de planifier mes propres funérailles. Le matin du mariage, je me suis réveillé à 5h dans la suite nuptiale du château. Mes demoiselles d'honneur étaient déjà là. Ma meilleure amie Chloé, ma cousine Inès, et ma camarade de chambre de l'université, Emma. Nous avons bu des quilles royales et nous nous sommes fait coiffer et maquiller, baignés dans la lumière dorée de l'aube sur la Loire. 4h28, la coiffeuse a passé 2 heures sur mon chignon, y tissant ces minuscules fleurs blanches qui s'accordaient à mon bouquet. La maquilleuse a rendu ma peau absolument impeccable. Je me souviens m'être regardé dans le miroir, dans mon peignoir de soie, avec mes cheveux faits et mon maquillage parfait, et avoir pensé, c'est ça. C'est le moment vers lequel tout dans ma vie a mené. Je rayonnais. J'étais radieuse. J'étais si incroyablement naïve. 4h51, la cérémonie était à 16h. J'ai marché dans cette allée au bras de mon père, Pierre, et Lucas se tenaient à l'autel, pleurant. Ils pleuraient réellement des larmes de joie. Ou du moins, c'est ce que je pensais qu'elles étaient. Maintenant, je sais qu'elles étaient probablement des larmes de culpabilité, ou peut-être juste des larmes dignes d'une performance oscarisée. La cérémonie était belle, parfaite même. 5h11, nous avons prononcé nos vœux, les traditionnels, ceux où il promettait de m'aimer et de m'honorer, dans la maladie et dans la santé. Pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il m'a regardé droit dans les yeux quand il a prononcé ces mots. Sa voix n'a même pas tremblé. 5h29, je me demande maintenant s'il pensait à la petite fiole dans sa poche tout le temps. S'il comptait déjà les heures jusqu'à ce que je sois morte et qu'il soit libre. La réception a commencé à 18h avec un cocktail dans les jardins. Pendant que le personnel transformait l'espace de cérémonie en salle à manger, je flottais sur un nuage, saluant les invités, prenant 1 million de photos avec la famille et les amis. 5h50, tout le monde n'arrêtait pas de me dire à quel point j'étais belle, à quel point tout était parfait, quelle chance Lucas et moi avions de nous être trouvés. Je les croyais. Dieu me vienne en aide, je croyais chaque mot. Nous avons fait notre grande entrée à la réception à 19h. Première danse sur At Last d'Etta James. Lucas m'a tenu serré contre lui et m'a chuchoté à l'oreille qu'il m'aimait plus que tout au monde. 6h13, je me souviens avoir pensé à ce moment-là que j'étais la femme la plus chanceuse vivante. Le dîner a été servi. Les gens s'extasiaient sur le bœuf bourguignon et la sélection de fromages. Tout se passait exactement selon le plan. Mon plan. Le plan que j'avais passé 18 mois à perfectionner. Mais Lucas avait son propre plan. Et le sien avait été en mouvement depuis des mois sans que j'en sache la moindre chose. C'était vers 20h30 quand c'est arrivé. 6h36, nous avions fini le dîner et c'était presque l'heure des toasts. Dans le chronogramme du mariage que j'avais créé, les toasts étaient prévus pour 20h45. Ma témoin, Chloé, passerait en premier, puis le témoin de Lucas, Cameron. Puis Lucas lui-même porterait un toast pour remercier tout le monde d'être venu. J'avais insisté pour avoir du champagne premium pour les toasts. 6h56, Veuve Clicquot, du haut de gamme, le meilleur. Le personnel de traiteur avait installé une table spéciale près de la table d'honneur avec des flûtes à champagne déjà versées et disposées sur des plateaux en argent. Ma coupe et celle de Lucas étaient au centre, légèrement plus grandes que les autres, avec nos noms sur de petits cartels dorés en dessous. Je me suis éloigné de la table d'honneur juste avant que les toasts ne soient censés commencer. 7h20, j'avais besoin de retoucher mon rouge à lèvres et l'une de mes demoiselles d'honneur voulait fixer une épingle lâche dans mes cheveux. Je suis allé dans la suite nuptiale juste à côté de la salle de réception principale. C'était peut-être à 3 minutes de marche. Chloé est venue avec moi et nourrions de quelque chose qu'un des invités avait dit pendant le dîner. Nous avons été dans la suite nuptiale pendant peut-être 5 minutes maximum. 7h41, j'ai fixé mon rouge à lèvres,
remis en place la mèche rebelle, pris quelques respirations profondes parce que je commençais à me sentir submergé par toute l'émotion, l'attention et l'ampleur pure de la journée. Chloé m'a serré dans ses bras et a dit, « Ma chérie, tu l'as fait. Tu as épousé un homme bon et organisé le mariage du siècle. » Je l'ai serré en retour et j'ai dit, « Je sais. » 7h59, je suis si heureuse que je pourrais pleurer. Nous sommes retournés vers la salle de réception ensemble, mais Chloé a été arrêtée par quelqu'un demandant où se trouvaient les toilettes. J'ai continué à marcher, me dirigeant vers la table d'honneur. Et c'est là que je l'ai vu, Lucas, debout à la table de champagne, seul, complètement seul, ce qui était étrange car il y avait 150 personnes à ce mariage et quelqu'un était toujours à proximité. 8h26, mais à ce moment précis, le photographe rassemblait des gens dehors pour des photos de groupe, le DJ faisait une pause, et le personnel de traiteur était en cuisine pour préparer le dessert. Lucas était debout à cette table de champagne tout seul. Et il tenait quelque chose de petit dans sa main, quelque chose de minuscule, une petite fiole en verre, peut-être de la taille de mon pouce. J'ai arrêté de marcher. 8h46, j'étais peut-être à 6 mètres, partiellement caché derrière l'un des grands arrangements floraux que nous avions placés autour du périmètre de la pièce. Il ne m'a pas vu. Il était complètement concentré sur ce qu'il faisait. Je l'ai vu regarder autour de lui nerveusement, vérifiant que personne ne regardait. 9h08, puis il a débouché cette petite fiole, s'est penché sur la table de champagne, et très délibérément, très soigneusement, a versé le contenu dans une coupe spécifique. Ma coupe, celle avec mon nom sur le petit cartel doré. Il a secoué la fiole pour en faire sortir chaque dernière goutte. Puis il l'a empochée, a lissé sa veste de smoking, et a reculé de la table avec cette expression sur son visage que je n'avais jamais vue auparavant, la satisfaction. 9h31, une satisfaction froide et calculée. Mon cerveau ne pouvait pas traiter ce que je voyais. C'était mon mari. Nous étions mariés depuis 4h30. Nous venions de danser ensemble, de manger ensemble, de sourire pour 1000 photos ensemble, et il était quoi? En train de mettre quelque chose dans mon verre? Pourquoi ferait-il ça? Qui avait-il dans cette fiole? Ma première pensée, j'ai honte de l'admettre, n'était pas qu'il essayait de me faire du mal. Ma première pensée était que c'était peut-être une sorte de surprise. 10h01, peut-être que c'était une sorte d'édulcorant ou d'arôme, quelque chose pour rendre mon champagne spécial pour le toast. Peut-être que c'était de l'eau de rose ou de l'extrait de vanille ou quelque chose de romantique comme ça. Mais même alors que j'essayais de le rationaliser, essayant de donner un sens à tout ça, chaque instinct de mon corps me criait que quelque chose n'allait pas, vraiment pas. Parce que voilà le truc. 10h22, si c'était quelque chose d'innocent, quelque chose de doux et romantique, pourquoi a-t-il regardé autour de lui pour s'assurer que personne ne regardait? Pourquoi avait-il l'air si nerveux? Pourquoi a-t-il caché la fiole immédiatement après? Pourquoi ne m'en a-t-il tout simplement pas parlé? Nous étions ensemble depuis 4 ans. S'il voulait faire quelque chose de spécial avec mon champagne, il m'en aurait parlé, en aurait fait partie du moment, pas rôdé dans mon dos comme s'il faisait quelque chose qu'il ne voulait que personne ne voie. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Mes mains. 10h54, ont commencé à trembler. J'avais froid partout malgré la chaleur de juin et la salle pleine de monde. Chaque instinct de conservation que j'avais s'est déclenché en même temps, me hurlant de ne pas boire ce qu'il y avait dans ce verre. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi. Je ne pouvais toujours pas envelopper mon esprit autour de la possibilité que Lucas, mon Lucas, l'homme qui avait pleuré quand j'ai marché dans l'allée, l'homme qui venait de promettre de me chérir pour toujours, voudrait réellement me faire du mal. Ça n'avait aucun sens. 11h24, rien n'avait de sens. Mais je savais au plus profond de mes os, dans cette partie primitive du cerveau qui a gardé les humains en vie pendant des milliers d'années, que je ne pouvais pas boire dans ce verre. J'ai pris une décision en une fraction de seconde. J'ai marché vers la table, forçant mon visage à sourire, forçant mes mains à arrêter de trembler. Lucas se tenait à quelques mètres maintenant, parlant à son témoin, Cameron. 11h49, je me suis approché derrière lui et j'ai enroulé mes bras autour de sa taille, pressant ma joue contre son dos comme si j'étais juste affectueuse, comme si j'étais juste une mariée heureuse montrant de l'amour à son nouveau mari. Et, mon beau, dis-je, gardant ma voix légère et douce. C'est presque l'heure des toasts. Il a sursauté un peu quand je l'ai touché, puis s'est détendu. 12h12, et, bébé, dit-il en se retournant pour embrasser mon front.
Ouais, presque. Tu es prête? Je lui ai souri, et je jure devant Dieu, mon visage semblait sur le point de se fissurer sous l'effort de garder ce sourire en place. Tellement prête, dis-je. Laisse-moi juste attraper notre champagne. Je me suis tourné vers la table, j'ai pris nos 2 verres, le sien dans ma main gauche, le mien dans ma main droite. 12h36, je lui ai tendu ce qui avait été mon verre, celui avec mon cartel, celui qu'il venait d'empoisonner. Tiens, chérie, dis-je en le pressant dans sa main. Puis j'ai échangé les cartels pendant que son attention était sur le verre, les déplaçant pour qu'ils soient de nouveau dans leur position correcte. J'ai gardé ce qui avait été son verre pour moi. Il n'a rien remarqué. 12h57, il était trop occupé à regarder le verre dans sa main et j'ai vu quelque chose passer sur son visage. De la confusion, de l'inquiétude, je ne pouvais pas dire, mais il n'a rien dit. Il a juste tenu le verre et m'a regardé avec cette expression étrange que je ne pouvais pas lire. Les gens ont commencé à se rassembler pour les toasts. 13h18, ma témoin, Chloé, a commencé, donnant un discours magnifique sur notre amitié et combien elle était heureuse de me voir épouser quelqu'un qui m'aimait tant. Le témoin de Lucas, Cameron, a suivi, racontant des histoires drôles sur leur jour d'université et faisant rire tout le monde. Pendant tout ce temps, je me tenais là, tenant ma coupe de champagne, l'assure. 13h38, celle qui avait été à l'origine celle de Lucas, et le regardant tenir la sienne. L'empoisonnée. La mienne empoisonnée. Celle destinée à me tuer. Ma main était serrée si fort autour du pied de mon verre que mes articulations étaient blanches. Je souriais, mais je ne pouvais pas sentir mon visage. J'avais l'impression de flotter hors de mon corps, regardant cette scène se dérouler comme un film. 13h56, puis ce fut au tour de Lucas de porter son toast. Il s'avança, leva son verre et commença à parler. Je veux remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui pour célébrer avec moi et ma belle épouse, dit-il, et sa voix était stable, chaleureuse et pleine d'amour. Ou de faux amours. Des mensonges. Que des mensonges. Manon, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. 14h23, tu es intelligente, talentueuse, magnifique, et d'une manière ou d'une autre, tu as accepté de m'épouser. Tout le monde a ri. J'avais envie de vomir. Je promets de t'aimer, de te soutenir et de te chérir chaque jour pour le reste de nos vies. À ma femme. Il leva son verre haut. Tous les autres levèrent les leurs. J'ai levé le mien, mais mon bras semblait peser 500 kilos. Au couple heureux. On criait tout le monde. Et puis tout le monde a bu. Lucas a bu. 14h51, il a pris une longue et profonde gorgée de sa coupe de champagne, la vidant presque d'un coup. J'ai pris la plus petite gorgée de la mienne, laissant à peine le champagne toucher mes lèvres. Je regardais le visage de Lucas par-dessus le bord de mon verre. Je regardais et j'attendais. Quoi? Je ne savais pas, mais quelque chose. N'importe quoi. 15h11, une sorte de confirmation que ce que j'avais vu était réel et non juste mon imagination me jouant des tours. Pendant quelques secondes, rien ne s'est passé. Lucas a baissé son verre et a souri à la foule. Les gens ont commencé à applaudir et à crier de joie. Puis je l'ai vu. Le sourire a vacillé juste une seconde. Ses sourcils se sont froncés comme s'il était confus. 15h31, il a cligné des yeux plusieurs fois rapidement comme s'il essayait d'éclaircir sa vision. Je me suis approché de lui, juste à côté de lui, assez près pour que personne d'autre ne puisse entendre. Je me suis penché comme si j'allais embrasser sa joue, comme si j'étais juste une jeune mariée affectueuse. Mes lèvres étaient juste à côté de son oreille. Mauvais verre, chérie, elle chuchotait. Tu viens de boire ce que tu me destinais. Je me suis reculé et j'ai regardé son visage. 15h58, je n'oublierai jamais, jamais l'expression que j'y ai vue. D'abord la confusion, comme s'il ne comprenait pas ce que j'avais dit. Puis ses yeux se sont écarquillés alors que la compréhension le frappait. Puis la peur, une peur pure, absolue, primale. Son visage est devenu blanc. Pas pâle, pas rouge, mais réellement blanc, comme si tout le sang avait quitté sa tête. 16h21, sa bouche s'est ouverte comme s'il essayait de dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Il a baissé les yeux sur la coupe de champagne dans sa main comme si c'était un serpent qui venait de le mordre. Puis il m'a regardé, et dans ses yeux, j'ai vu la vérité de tout.
Culpabilité, terreur, réalisation. Il savait que je savais. Et il savait ce qui allait lui arriver. Manon, réussit-il à dire. 16h44, et sa voix était mauvaise, épaisse et pâteuse. Qu'est-ce que tu... Mais il ne put finir sa phrase. Ses mots s'en mêlaient dans sa bouche. Il vacilla sur ses pieds. J'ai attrapé son bras comme si je le stabilisais, jouant l'épouse inquiète. Lucas, chéri, ça va? Dis-je assez fort pour que les gens à proximité entendent. Tu as l'air pâle. 17h04, il a essayé de répondre, mais il ne pouvait plus former les mots. Ses yeux n'arrivaient plus à faire le point. La sueur perlait sur son front, sur sa lèvre supérieure. Sa main est montée à sa poitrine et il a fait ce bruit, ce son horrible de suffocation comme s'il ne pouvait pas respirer correctement. Lucas. Dis-je encore, plus fort cette fois. 17h27, les gens commençaient à remarquer maintenant, commençaient à se tourner et à regarder. Sa mère s'est précipitée. Lucas, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-elle, la voix aiguë d'inquiétude. Il a essayé de lui répondre, mais tout ce qui est sorti était ce gâchis inintelligible de son. Puis ses genoux ont lâché. Je n'étais pas assez forte pour le retenir et il est tombé lourdement juste là, sur le sol de la salle de réception, devant 150 invités de mariage. Quelqu'un a crié. Peut-être que c'était sa mère. 17h52, peut-être que c'était l'une de mes demoiselles d'honneur. Tout se passait si vite et au ralenti en même temps. Les gens se précipitaient, s'attroupaient autour. Quelqu'un criait d'appeler le SAMU. Lucas était au sol, conscient mais à peine, son corps tressaillant et convulsant. Ses yeux se révulsaient. De l'écume se formait au coin de sa bouche. C'était horrifiant. 18h17, c'était absolument horrifiant. Et j'étais juste debout là, à regarder cela se produire, sachant que j'avais causé cela, sachant que quoi qu'il m'ait destiné, il le recevait à ma place. Et la partie vraiment terrible, je ne me sentais pas mal à ce sujet. Je me sentais vengée. Je me sentais puissante. J'avais l'impression de venir de sauver ma propre vie. Et si cela signifiait le regarder souffrir, alors ainsi soit-il. 18h42, j'ai sorti mon téléphone de la petite poche cachée de ma robe de mariée lors de sa gazan. Mes mains étaient étonnamment stables alors que je composais le 112. Urgence, j'écoute? Demanda l'opérateur. Mon mari a été drogué, dis-je clairement et fort. Pas ivre. Pas malade. Drogué. Je l'ai dit spécifiquement et délibérément parce que je voulais que ce soit enregistré. Nous sommes à notre réception de mariage au château de la Roche, près d'Amboise. 19h09, il vient de boire quelque chose et s'est effondré. Il fait une sorte de réaction. S'il vous plaît, envoyez des secours immédiatement. Je leur ai donné l'adresse, répondu à leurs questions sur ses symptômes. Pendant tout ce temps, Lucas était au sol, à peine conscient, faisant ces bruits d'étouffement affreux. 19h32, son témoin, Cameron, essayait de l'aider, desserrant sa cravate, le mettant en position latérale de sécurité. La mère de Lucas pleurait et criait à quelqu'un de faire quelque chose. Ma mère, Monique, avait ses bras autour de moi, demandant ce qui s'était passé, mais je ne pouvais pas lui répondre. Je ne pouvais pas quitter Lucas des yeux. Les ambulanciers du SAMU sont arrivés peut-être 8 minutes plus tard, mais cela a semblé des heures. 19h53, ils se sont précipités avec leur équipement, ont commencé à vérifier les signes vitaux de Lucas, posant des questions. Qu'a-t-il bu? Qu'a-t-il mangé? A-t-il des allergies? Des problèmes médicaux? J'ai répondu ce que je pouvais. Puis j'ai fait quelque chose que je planifiais depuis le moment où je l'avais vu verser cette fiole dans mon champagne. 20h12, j'ai plongé la main dans la poche de la veste de smoking de Lucas pendant que tout le monde était distrait par les ambulanciers. J'ai trouvé la fiole. Elle était vide maintenant, mais elle était là. Et je pouvais voir des résidus à l'intérieur. Je l'ai sortie et l'ai tenue en l'air. Je pense que c'est ce qu'il a utilisé, ai-je dit aux gendarmes qui étaient arrivés avec les secours. L'officier a pris la fiole avec précaution, la tenant par les bords. 20h33, où avez-vous trouvé ceci, madame? A-t-il demandé. Dans la poche de veste de mon mari, ai-je dit.
Je l'ai vu verser quelque chose dans ma coupe de champagne juste avant les toasts. J'ai échangé nos verres. Il a bu dans le mien à la place. L'expression du gendarme a changé. Elle s'est aiguisée. Il a appelé son partenaire. Ils ont commencé à me poser des questions plus détaillées pendant que les ambulanciers chargeaient Lucas sur un brancard. 20h57, qu'est-ce que j'avais vu exactement? Quand l'avais-je vu? Pourquoi avais-je échangé les verres? Je leur ai tout dit, ma voix étonnamment calme, considérant que j'étais debout là dans ma robe de mariée, regardant mon tout nouveau mari se faire emmener sur un brancard avec un masque à oxygène sur le visage. La réception avait sombré dans un chaos absolu. 21h19, les invités pleuraient, confus, exigeant de savoir ce qui se passait. Le responsable du château paniquait. Mes demoiselles d'honneur m'entouraient, essayant de comprendre. Mon père criait après quelqu'un, je ne savais pas qui. Les parents de Lucas suivaient le brancard vers l'ambulance, sa mère sanglotant hystériquement. Et j'étais juste debout là, au milieu de tout ça. 21h43, tenant toujours ma coupe de champagne, portant toujours ma robe parfaite, ressemblant toujours à une princesse. Une princesse qui venait de déjouer une tentative d'assassinat à son propre mariage. Le gendarme a demandé si je voulais bien venir à la gendarmerie pour faire une déposition. J'ai dit oui, mais d'abord j'avais besoin de me changer. Je suis retourné à la suite nuptiale avec Chloé. 22h03, elle m'a aidé à sortir de la robe lors de sa gazan, déboutonnant le dos, décrochant la traîne, enlevant le voile. Je me tenais là dans mon soutien-gorge bustier et ma gaine, me regardant dans le miroir. Mon maquillage était encore parfait. Mes cheveux étaient encore parfaits. Mais je n'étais pas la même personne qui s'était habillée dans cette pièce 6 heures plus tôt. Cette Manon-là était morte. 22h24, cette Manon naïve, confiante, heureuse était partie pour toujours. Cette nouvelle Manon, celle qui me regardait dans le miroir, était plus dure, plus froide, une survivante. J'ai mis un jean et un t-shirt, jeté un gilet par-dessus. Chloé n'arrêtait pas de me demander ce qui s'était passé, ce qui se passait, mais je ne pouvais pas encore l'expliquer. Je ne trouvais pas les mots. Tout ce que je pouvais dire c'était, il a essayé de me faire du mal. Je l'ai arrêté. 22h53, elle ne comprenait pas. Comment aurait-elle pu? Je le comprenais à peine moi-même. Nous sommes retournés dans la salle de réception et le gendarme attendait. Madame Richard, dit-il, et j'ai failli le corriger, failli dire que je n'étais plus Madame Richard, ou plutôt que je ne voulais pas être Madame Thomas. Je ne pouvais plus l'être après ce qui venait de se passer. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête. 23h15, nous avons besoin que vous veniez au poste. Et madame, je dois vous dire que c'est maintenant une enquête criminelle. Ne quittez pas la ville. Nous aurons beaucoup plus de questions pour vous et pour votre. Pour Monsieur Thomas. J'ai roulé jusqu'à la gendarmerie dans la Citroën 2CV de mon père, une voiture de collection qu'il chérissait et qu'il avait décorée pour l'occasion. 23h34, ma mère s'est assise à l'arrière avec moi, tenant ma main, ne disant rien parce qu'il n'y avait rien à dire. Au poste, ils m'ont mise dans une salle d'audition, pas une cellule, juste une pièce avec une table, quelques chaises et un appareil d'enregistrement. Une enquêtrice est entrée, la commandant Valérie Lefebvre, une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants mais à l'attitude ferme. Elle m'a demandé de tout lui raconter depuis le début, alors je l'ai fait. Je lui ai parlé de la vision de Lucas avec la fiole, de l'échange des verres, de l'avoir regardé le boire et s'effondrer. Je lui ai parlé de la découverte de la fiole dans sa poche. 24h06, elle a écouté tout cela, prenant des notes, enregistrant tout. Madame Richard, a-t-elle dit quand j'ai fini, je dois vous demander quelque chose directement. Aviez-vous une raison de croire que votre mari voulait vous faire du mal avant aujourd'hui? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Y avait-il eu des signes, des drapeaux rouges que j'avais manqués? Non, ai-je dit finalement. Je pensais que tout était parfait. 24h30, je pensais qu'il m'aimait. Je pensais que nous commencions notre vie ensemble. Ma voix s'est brisée sur cette dernière partie. La commandant Lefebvre a poussé une boîte de mouchoirs vers moi sur la table. Nous allons devoir garder cette fiole comme preuve, a-t-elle dit. Et nous aurons besoin de la coupe de champagne que vous teniez. Les ambulanciers ont emmené Monsieur Thomas au CHU de Tours. 24h52,
ils lui font un lavage d'estomac et effectuent des tests toxicologiques. Nous en saurons plus bientôt sur ce qu'il y avait dans cette fiole. Mais Madame Richard, je veux que vous compreniez quelque chose. Si ce que vous me dites est vrai, si votre mari a délibérément essayé de vous empoisonner, vous venez de sauver votre propre vie ce soir. Et vous l'avez fait avec une présence d'esprit incroyable. 25-12, ils m'ont laissé quitter le poste vers minuit. Mes parents m'ont ramené à leur maison à Neuilly-sur-Seine. Je ne pouvais pas retourner à l'appartement que je partageais avec Lucas à Amboise. Je ne pouvais même pas penser à cet endroit. Ma mère m'a installé dans mon ancienne chambre d'enfant, et je me suis juste assise sur le lit, toujours en jean et t-shirt, fixant le mur. Je n'ai pas pleuré. 25-32, je ne pouvais pas pleurer. J'étais juste engourdi, vide. Mon jour de mariage, le jour qui devait être le début de l'éternité, s'était transformé en un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Quelque part à travers la ville, Lucas était dans un lit d'hôpital à se faire pomper l'estomac, traité pour le même poison qu'il m'avait destiné. 25-50, et je ne ressentais rien. Pas de sympathie, pas de regret, rien. Juste cette certitude froide et dure que j'avais fait ce que je devais faire pour survivre. Le lendemain matin, la commandant Lefebvre m'a appelé. Lucas avait survécu à la nuit. Le rapport de toxicologie était revenu. La fiole contenait du rohypnol. Vous le connaissez probablement comme la drogue du violeur, mélangée à un sédatif puissant. 26-17, la dose était élevée, vraiment élevée, assez élevée pour que si je l'avais bu, j'aurais perdu conscience en quelques minutes. Et étant donné mon poids et le manque de nourriture dans mon système à ce moment de la soirée, nous avions dîné à 19h30 mais il était 20h45 quand les toasts ont eu lieu. Il y avait une très réelle possibilité que j'ai arrêté de respirer dans mon sommeil. 26-37, le rapport préliminaire du médecin légiste indiquait que si j'avais consommé cette dose, je serais probablement morte. Insuffisance respiratoire très probablement, ou aspiration si j'avais vomi en étant inconsciente. Quoi qu'il en soit, je serais probablement morte. Madame Richard, a dit la commandant Lefebvre, et je pouvais entendre quelque chose dans sa voix qui n'y était pas la nuit précédente. 26-56, de la colère, peut-être, ou du dégoût. Votre mari a essayé de vous tuer lors de votre nuit de noces. Ce n'était pas une blague ou une farce qui a mal tourné. C'était une tentative de meurtre. Nous l'avons mis en garde à vue. Il est actuellement détenu et nous l'avons inculpé de tentative d'assassinat. 27-17, je me suis assise sur le canapé de mes parents, mes jambes soudainement incapables de me soutenir. Tentative d'assassinat. Mon mari, l'homme que j'avais épousé il y a moins de 24 heures, avait essayé de m'assassiner. Il y a plus, a continué la commandant Lefebvre. Nous avons saisi le téléphone de Monsieur Thomas comme preuve. Madame Richard, vous devez vous préparer. Il y a des SMS sur ce téléphone qui vont être très difficiles à voir pour vous. 27-39, ils ont envoyé une assistante sociale à la maison de mes parents cet après-midi-là. Elle s'est assise avec moi pendant que la commandant Lefebvre me montrait des impressions des messages de Lucas. Des messages entre Lucas et une femme nommée Léna, une femme dont je n'avais jamais entendu parler, une femme qui, il s'est avéré, travaillait au cabinet d'assurance de Lucas. Des messages remontant à des mois. Bébé, j'ai hâte qu'elle soit partie et qu'on puisse être ensemble. 28-04, c'était de Lucas à Léna, 6 semaines avant le mariage. Es-tu sûr que ça va marcher? Et si quelqu'un devine? C'était de Léna à Lucas. Personne ne devinera. Elle va juste s'endormir et ne jamais se réveiller. Ils penseront que c'était une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Cause naturelle. Et ensuite j'aurai l'argent de l'assurance et nous pourrons commencer notre vie ensemble. C'était Lucas. 28-29, mon Lucas planifiant ma mort avec sa maîtresse comme s'il planifiait des vacances. Il y avait des dizaines de messages comme ça. Des centaines peut-être. Ils se voyaient depuis plus d'1 an. Pendant que Lucas rentrait à la maison tous les soirs, m'embrassait, me faisait l'amour, planifiait notre mariage avec moi. Il envoyait des SMS à Léna, lui disant qu'il l'aimait, faisant des projets pour leur avenir ensemble, un avenir qui nécessitait que je sois morte. Les messages étalaient tout. 28-58, Lucas avait souscrit une police d'assurance vie sur moi 6 mois avant le mariage, 750 000 € avec lui comme seul bénéficiaire. Je n'en savais rien.
Il avait imité ma signature sur le contrat. Apparemment, la compagnie d'assurance enquêtait déjà. Et la raison pour laquelle il avait besoin de cet argent si désespérément, des dettes de jeu. 29-24, Lucas jouait en ligne, pariant sur le sport, perdant des sommes massives. Il devait plus de 200 000 € à divers usuriers et sites de paris illégaux. Il se noyait dans les dettes et sa solution était de me tuer et de toucher l'argent de l'assurance. Léna a été arrêtée le jour même. Il s'avère qu'elle était au mariage. 29-43, elle était venue comme le +1 d'un ami de Lucas, Marcus, pas sa vraie connexion, juste une histoire de couverture pour qu'elle puisse être là, pour qu'elle puisse regarder. La police a trouvé des messages de la nuit du mariage. C'est fait? Léna avait envoyé ce SMS à Lucas à 20h47, juste au moment des toasts. A-t-elle bu? Lucas n'a jamais répondu à ce message. À ce moment-là, il était au sol en train de convulser, expérimentant de première main ce qu'il m'avait destiné. 30-07, Léna avait quitté le mariage immédiatement après l'arrivée de l'ambulance. Elle s'était enfuie, en gros, mais la police l'a retrouvée dans son appartement à Tours. Elle a essayé de tout nier au début, mais les SMS ne mentaient pas. Elle a été inculpée de complicité de tentative d'assassinat. Association de malfaiteurs. 30-27, les médias se sont emparés de l'histoire en 48 heures. Une mariée sauve sa propre vie lors de la réception, était le titre sur tous les sites d'actualité locaux. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des journalistes demandant des interviews. Je n'ai parlé à aucun d'entre eux. Je ne pouvais pas. Je fonctionnais à peine. Je passais par des périodes où je ne ressentais absolument rien, juste engourdi et vide. 30-49, et puis soudain, j'étais frappé par des vagues de rage si intenses que je pensais que je pourrais exploser. Comment osait-il? Comment osait-il? Je l'avais aimé, je lui avais fait confiance complètement, je lui avais donné 4 ans de ma vie, planifié un avenir avec lui. Et tout ce temps, il planifiait de me tuer, m'utilisant, me mentant, dormant à côté de moi la nuit sachant qu'il allait m'assassiner. Quel genre de monstre fait ça? Ma famille était dévastée. 31-17, ma mère ne pouvait s'arrêter de pleurer. Mon père parlait de moyens d'atteindre Lucas en prison, et j'ai dû lui faire promettre de ne rien faire qui le ferait arrêter. Mon frère Léo n'arrêtait pas de dire qu'il avait toujours pensé qu'il y avait quelque chose de louche chez Lucas, ce qui n'était pas vrai. 31-36, Léo avait aimé Lucas, mais je comprenais le besoin de réécrire l'histoire pour trouver les signes avant-coureurs que nous avions tous manqués. Parce qu'il devait y avoir des signes, n'est-ce pas? On ne passe pas 4 ans avec quelqu'un capable de meurtre sans voir quelque chose. Mais je ne pouvais en trouver aucun. Lucas avait été un petit ami parfait, un fiancé parfait, attentif, romantique, solidaire, ou du moins c'est ce que je pensais. Maintenant, je ne saurais jamais ce qui était réel et ce qui était une performance. 32-00, le lieu du mariage a été incroyablement gentil. Ils ont remboursé chaque centime que je leur avais payé, ce qui représentait plus de 45 000 €. Ils ont aussi fait un don de 10 000 € à une association contre les violences conjugales en mon nom. Le traiteur a remboursé ses frais. Le fleuriste, le photographe, le DJ, tout le monde a remboursé son argent. Je n'avais même pas demandé. Ils l'ont juste fait. 32-27, je pense que tout le monde était tellement horrifié par ce qui s'était passé qu'ils voulaient faire quelque chose, n'importe quoi, pour aider. La boutique de robes a même proposé de reprendre ma robe lors de Sagazan et de me rembourser intégralement, mais je ne pouvais pas me résoudre à aller la chercher. Cette robe était toujours chez mes parents dans la housse, suspendue dans mon ancienne armoire. Je ne pouvais pas la regarder, je ne pouvais pas la toucher. Elle représentait tout ce que j'avais perdu. 32-47, la comparution immédiate de Lucas a eu lieu une semaine après le mariage. Je suis allé au tribunal avec la commandant Lefebvre et l'avocat des victimes. Je voulais le voir, j'avais besoin de le voir. Il a été amené menotté, encadré par des policiers. Il avait l'air terrible. Il avait perdu du poids. Son visage était émacié. Et il y avait des cernes sombres sous ses yeux. 33-10, quand il m'a vu assise dans la galerie, son visage s'est effondré. Il a commencé à pleurer. Réellement pleurer, des larmes coulant sur son visage. Son avocat, commis d'office, a essayé de le faire se composer, mais Lucas a juste continué à me fixer et à pleurer.
J'ai soutenu son regard. Je n'ai pas pleuré. Je ne ressentais rien à part cette satisfaction froide et dure qu'il souffrait ne serait-ce qu'une fraction de ce que je souffrais. 33, 34, le juge a lu les charges, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, fraude à l'assurance, faux et usage de faux. Le procureur a demandé son placement en détention provisoire, arguant que Lucas présentait un risque de fuite et un danger pour moi. L'avocat de Lucas a soutenu que son client n'avait pas de casier judiciaire, qu'il avait des attaches dans la communauté, qu'il méritait d'être libéré sous contrôle judiciaire. 33, 56, le juge a écouté les deux parties et a ensuite regardé Lucas. Monsieur Thomas, a-t-elle dit. Vous êtes accusé d'avoir tenté d'assassiner votre femme lors de votre nuit de noces. Vous auriez drogué son champagne avec une dose de sédatif assez élevée pour causer une insuffisance respiratoire. 34, 16, compte tenu de la gravité des faits et des preuves accablantes, vous représentez un danger clair. Le placement en détention provisoire est ordonné. Vous resterez incarcéré jusqu'au procès. Lucas a fait ce bruit, ce son horrible et brisé, et son avocat a dû le soutenir pour l'empêcher de s'effondrer. Après l'audience, le procureur m'a rencontré dans son bureau. Il s'appelait Nicolas, un magistrat spécialisé dans les affaires criminelles. 34, 41, il avait peut-être 40 ans, avec des lunettes et un visage bienveillant. Madame Richard, a-t-il dit, je veux que vous sachiez que nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que Monsieur Thomas encourt la peine maximale pour ce qu'il vous a fait. Les preuves contre lui sont accablantes, les SMS, la police d'assurance, le rapport de toxicologie, votre témoignage. 35, 03, nous avons tout ce qu'il faut pour prouver la préméditation. Mais je dois vous préparer. Cela va être un long processus. Le procès aux assises n'aura probablement pas lieu avant au moins 6 mois, peut-être plus. Et quand cela arrivera, vous devrez témoigner. Vous devrez vous asseoir dans cette salle d'audience et revivre le pire jour de votre vie pendant que Lucas sera assis là à vous regarder. Pouvez-vous faire cela? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Oui, ai-je dit. 35, 29, je peux faire cela. J'ai besoin de faire cela parce que je veux qu'il m'entende dire au monde exactement ce qu'il a essayé de me faire. Je veux que tout le monde sache qui il est vraiment. Nicolas a hoché la tête. Bien, a-t-il dit. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Nous allons obtenir justice pour vous, Madame Richard. 35, 49, je vous le promets. Les mois suivants ont été un cauchemar. J'ai dû déménager de l'appartement que Lucas et moi partagions. Je ne pouvais pas rester là. Je ne pouvais pas être entouré de nos affaires, de nos souvenirs. Mes parents m'ont aidé à emballer mes affaires, et nous avons donné ou jeté tout ce qui appartenait à Lucas. J'ai déménagé dans un petit appartement d'une chambre dans le Marais, à Paris, pour changer d'air. 36, 10, j'ai recommencé à zéro avec des meubles d'occasion et des ustensiles de cuisine de chez Monoprix. J'ai essayé de retourner au travail, mais je ne pouvais pas me concentrer. Chaque fois que j'essayais de planifier un événement, je pensais à mon propre mariage, à la façon dont j'avais passé 18 mois à planifier le jour parfait seulement pour qu'il se termine par mon mari essayant de me tuer. J'ai pris un congé sabbatique. 36, 31, mon patron a été compréhensif, m'a dit de prendre tout le temps dont j'avais besoin. J'ai commencé une thérapie. Docteur Sandrine, une femme dans la cinquantaine qui se spécialisait dans les traumatismes. Je la voyais 2 fois par semaine au début, puis 1 fois par semaine alors que je commençais à me stabiliser. Elle m'a aidé à traiter ce qui s'était passé. Elle m'a aidé à comprendre que ce n'était pas ma faute. Que je n'aurais pas pu savoir. 36, 54, que les actions de Lucas parlaient de lui et non de quoi que ce soit que j'avais fait ou pas fait. Mais même avec la thérapie, je tenais à peine le coup. Je faisais des cauchemars où je buvais le champagne empoisonné et me réveillais incapable de respirer. Je faisais des crises de panique dans les lieux publics, convaincu que tout le monde autour de moi complotait secrètement pour me faire du mal. 37, 12, j'ai cessé de faire confiance à qui que ce soit, cessé de sortir, cessé de voir des amis. J'existais juste, je ne vivais pas. L'instruction a suivi son cours. Plus de preuves sont sorties. La police avait retrouvé la personne qui avait vendu le Rohypnol à Lucas, un type qu'il avait rencontré en ligne qui dealait des drogues. Ce type a été arrêté aussi. 37,
la compagnie d'assurance a confirmé que Lucas avait imité ma signature sur la demande d'assurance vie et ils poursuivaient leurs propres charges contre lui. Les relevés bancaires de Lucas montraient qu'il flambait des milliers d'euros chaque mois depuis plus de 2 ans, accumulant des dettes massives. Ses parents étaient dévastés. 37, 58, sa mère m'a contacté pour s'excuser, pleurant et disant qu'elle n'avait aucune idée, qu'elle l'avait élevé mieux que ça. J'ai apprécié le geste, mais je ne pouvais pas lui parler. Elle était sa mère. Elle l'aimait. Je ne pouvais pas être autour de ça. Puis il y a eu Léna. Elle a essayé de passer un accord avec le parquet, offrant de témoigner contre Lucas en échange d'une peine réduite. Le procureur a accepté. 38, 21, elle risquait moins si elle coopérait pleinement. Alors, elle leur a tout donné. Elle a raconté comment l'affaire avait commencé. Comment Lucas s'était plaint d'être coincé avec moi, d'avoir besoin d'argent, de vouloir une porte de sortie. Comment il avait imaginé le plan de me tuer et de faire passer cela pour des causes naturelles. Comment elle l'avait aidé à rechercher différentes drogues et méthodes. Comment ils avaient répété le dosage, le timing, l'histoire de couverture. 38, 47, elle était dans le coup depuis le début. Ils avaient planifié mon meurtre ensemble comme certaines personnes planifient des fêtes surprises. Le procès a enfin commencé en février, 8 mois après mon jour de mariage. Le palais de justice était rempli de journalistes et de spectateurs. Cette affaire avait attiré l'attention nationale. 39, 07, la mariée déjoue son époux meurtrier, était la façon dont certains titres le décrivaient. Je détestais être célèbre pour ça. Je détestais que le pire moment de ma vie soit un divertissement pour des étrangers. Mais je comprenais aussi l'importance que les gens voient ce que Lucas avait essayé de faire. Que d'autres femmes voient que même les hommes qui semblent parfaits peuvent être des monstres déguisés. J'ai dû témoigner le 2e jour du procès. 39, 28, je portais un tailleur bleu marine, professionnel et conservateur, rien de voyant. Je voulais que le jury me voie comme crédible, digne de confiance. J'ai pris la barre, prêté serment de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Et puis j'ai raconté mon histoire. Le procureur, Nicolas. 39, 53, m'a guidé à travers tout, comment Lucas et moi nous sommes rencontrés, notre relation, les fiançailles, la planification, le mariage, le jour même, et puis ce moment, voyant Lucas verser quelque chose dans mon champagne, la décision d'échanger les verres, le regardant le boire, chuchotant à son oreille, son effondrement, tout. Madame Richard, m'a demandé Nicolas, quand vous avez vu votre mari verser cette substance dans votre champagne, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? J'ai regardé droit le jury en répondant. J'ai pensé, quelque chose ne va pas du tout ici. 40, 23, je dois me protéger. Et pourquoi avez-vous échangé les verres au lieu de simplement ne pas boire le vôtre? Parce que j'avais besoin de savoir ce qu'il y avait dans ce verre. J'avais besoin de preuves. Si je ne le buvais simplement pas, je ne saurais jamais avec certitude ce qu'il avait fait ou pourquoi. 40, 42, mais s'il le buvait, s'il avait la réaction à ma place, alors je saurais. Alors tout le monde saurait. Essayez-vous de blesser votre mari quand vous avez échangé les verres? Non. J'essayais de me sauver. L'avocat de Lucas a essayé d'ébranler mon témoignage lors du contre-interrogatoire. Il a essayé de suggérer que peut-être j'avais mal compris ce que j'avais vu, que peut-être Lucas mettait quelque chose d'innocent dans le verre, que peut-être j'avais échangé les verres parce que j'étais paranoïaque ou jalouse ou que j'avais des doutes sur le mariage, mais je n'ai pas bougé. J'ai répondu à chaque question calmement et clairement. Je sais ce que j'ai vu, ai-je. 41, 15, dit. Votre client a essayé de m'assassiner, et parce que j'ai échangé ses verres, je suis vivante et il est assis à cette table. J'ai pointé du doigt Lucas quand je l'ai dit. Il pleurait encore, secouant la tête comme s'il ne pouvait pas croire ce qui se passait, comme s'il était la victime ici. L'expert toxicologue a témoigné sur ce qu'il y avait dans cette fiole. 41, 36, l'officier de police a témoigné sur les SMS. Léna a témoigné sur le plan, sur l'aide apportée à Lucas pour rechercher des méthodes, sur le fait de savoir qu'il allait le faire au mariage. Les dettes de jeu de Lucas ont été exposées en détail, plus de 200 000 € dus à divers créanciers, certains d'entre eux menaçant de violence s'ils ne payaient pas. 41, 58, l'agent d'assurance a témoigné sur la police falsifiée, le paiement de 750 000 € qui serait allé à Lucas si je mourais. Chaque élément de preuve pointait vers une conclusion.
Lucas Thomas avait planifié et tenté de m'assassiner pour de l'argent afin de pouvoir être avec sa maîtresse. La défense de Lucas était pathétique. Son avocat a essayé de soutenir que Lucas avait été sous un stress extrême, qu'il ne pensait pas clairement, qu'il avait fait une terrible erreur, mais n'avait pas réellement l'intention de me tuer. Le jury n'y a pas cru. 42, 29, comment met-on accidentellement une dose létale de sédatif dans le champagne de quelqu'un? Comment forge-t-on accidentellement des documents d'assurance? Comment envoie-t-on accidentellement des SMS à sa maîtresse sur la planification de la mort de sa femme? L'accusation a absolument détruit cette défense. La plaidoirie de clôture de Nicolas était puissante. Il a tenu une photo de moi dans ma robe de mariée, souriante et radieuse. Voici Manon Richard le jour qui aurait dû être le plus heureux de sa vie. 42, 54, il a dit, elle faisait totalement confiance à Lucas Thomas. Elle l'aimait. Elle l'a épousé. Et cette nuit-là, il a essayé de tout lui prendre. Sa vie, son avenir, ses rêves, pour de l'argent, par cupidité, pour une femme avec qui il la trompait. Mais Manon Richard n'est pas une victime. C'est une survivante. Elle a vu le danger. Elle a agi et elle a sauvé sa propre vie. Et maintenant, il est temps pour la justice. 43, 21, le jury a délibéré pendant 4 heures. 4 heures. Pendant que j'étais assise dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience avec ma famille, l'estomac noué, me demandant s'ils allaient réellement le condamner ou si d'une manière ou d'une autre les arguments de son avocat avaient semé assez de doutes. Mais quand ils sont revenus, le verdict était unanime. Coupable de toutes les charges. Tentative d'assassinat. 43, 42, association de malfaiteurs, fraude à l'assurance, faux et usage de faux. Lucas s'est effondré quand il a entendu le verdict. Il est littéralement tombé de sa chaise, sanglotant et gémissant. Les gendarmes ont dû l'aider à se relever et à le sortir de la salle d'audience. Ses parents pleuraient. 44, 00, sa mère criait que son bébé n'était pas un monstre, que ce n'était pas juste, mais c'était juste. C'était la justice. L'audience de détermination de la peine a eu lieu un mois plus tard. J'ai fait une déclaration de victime. Je l'avais écrite et pratiquée. Mais debout là devant le juge et Lucas et tout le monde, les mots venaient de quelque part de plus profond que la page. Votre honneur, ai-je dit, Lucas Thomas m'a volé quelque chose que je ne pourrai jamais récupérer. 44, 25, il a volé ma capacité à faire confiance, à aimer sans peur, à croire que les gens sont qui ils disent être. J'ai passé 4 ans avec un homme que je pensais connaître. Et il s'avère que je ne le connaissais pas du tout. Il était prêt à m'assassiner, à me regarder mourir, à faire pleurer ma famille, à laisser tout le monde penser que j'étais morte de cause naturelle, tout cela pour qu'il puisse avoir de l'argent et être avec une autre femme. 44, 45, ce genre de mal est au-delà de ma compréhension. Mais voici ce sur quoi il n'avait pas compté. Je suis plus forte qu'il ne l'a jamais su. J'ai fait confiance à mes instincts. Je me suis sauvée. Et maintenant je vais reconstruire ma vie sans lui, sans peur, sans regarder par-dessus mon épaule en me demandant si la prochaine personne que j'aime va me faire du mal. 45, 11, Lucas Thomas a essayé de mettre fin à ma vie, mais au lieu de cela, il a mis fin à la sienne, et c'est exactement ce qu'il mérite. Le juge a condamné Lucas à 25 ans de réclusion criminelle, assorti d'une période de sûreté. Il serait en prison jusqu'à ce qu'il ait presque 60 ans. Léna a pris 15 ans. J'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer quand j'ai entendu ces sentences. 25 ans. Il avait volé ma capacité à faire confiance, ma tranquillité d'esprit, mon jour de mariage, mon mariage, ma croyance en l'amour. Et maintenant je volais 25 ans de sa liberté. 45, 41, cela semblait juste. C'était l'équilibre. C'était il y a 2 ans. 2 ans depuis mon jour de mariage. 2 ans depuis que j'ai échangé ces coupes de champagne et sauvé ma propre vie. J'ai 37 ans maintenant et je vais bien. Mieux que bien, en fait. Je m'épanouis. J'ai lancé ma propre entreprise d'organisation d'événements environ 6 mois après la fin du procès. Je ne pouvais pas retourner à mon ancien travail. 46, 08, trop de souvenirs, trop de gens qui savaient ce qui s'était passé. Alors, j'ai recommencé à neuf. Richard Événements, spécialisé dans les célébrations intimes et significatives. Je ne fais plus de gros mariages. Je ne peux pas.
Mais je fais de plus petits événements, des anniversaires marquants, des fêtes de famille, des séminaires d'entreprise, des choses qui semblent joyeuses et authentiques sans le poids de ce qui m'est arrivé. 46, 30, je suis toujours en thérapie avec Dr Sandrine. Probablement pour longtemps. Le stress post-traumatique ne disparaît pas juste comme ça. Et j'ai de mauvais jours. Des jours où je ne peux pas sortir du lit. Des jours où je suis convaincu que tout le monde autour de moi complote secrètement contre moi. Des jours où je vois le visage de Lucas dans chaque homme qui passe devant moi dans la rue. 46, 53, mais j'ai aussi de bons jours, plus de bons jours que de mauvais maintenant. Des jours où je ris avec mes amis, où je suis fier de mon entreprise, où j'apprécie réellement d'être en vie. Je fréquente quelqu'un de nouveau. Ça a été la partie la plus difficile, pour être honnête. Apprendre à faire confiance à quelqu'un de nouveau. J'ai rencontré quelqu'un il y a environ 6 mois. Il s'appelle Gabriel. 47, 15, il est professeur, doux, patient et gentil. Il sait ce qui m'est arrivé. Je le lui ai dit lors de notre 3e rendez-vous parce que j'avais besoin qu'il comprenne pourquoi je suis comme je suis. Pourquoi je pose tant de questions. Pourquoi j'ai besoin de savoir où il était avec qui il est. 47, 34, pourquoi je me ferme parfois au milieu d'une conversation parce que quelque chose a déclenché un souvenir. Il n'a pas fui. Il a écouté, m'a tenu la main et a dit, je ne suis pas lui. Je ne vais pas te faire de mal, et j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra pour que tu crois ça. Nous y allons doucement, si doucement, mais ça fait du bien. Ça semble sûr. Ma famille a été incroyable à travers tout ça. Mes parents, mon frère, mes cousins, ils m'ont entouré d'amour et de soutien quand j'en avais le plus besoin. 48, 02, ils ne m'ont jamais fait sentir faible ou brisé. Ils m'ont rappelé chaque jour que je suis forte, que j'ai survécu, que j'ai un avenir qui vaut la peine d'être vécu. Ma meilleure amie Chloé est toujours à mes côtés, tout comme elle l'était dans cette suite nuptiale il y a 2 ans. Elle prend de mes nouvelles constamment. Probablement plus que je ne le mérite. Mais je suis reconnaissante pour cela. Je pense à ce jour parfois. Mon jour de mariage, pas la partie empoisonnement. Enfin, oui, ça aussi. 48, 30, mais le matin, me faire coiffer, rire avec mes demoiselles d'honneur, me sentir comme une princesse. Je pleure cette version de moi-même parfois. La Manon qui croyait en l'amour de conte de fées, qui faisait confiance complètement, qui pensait que le monde était sûr. Elle est morte ce jour-là, juste avec mon mariage. Mais peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être que cette Manon devait mourir pour que cette Manon puisse naître. 48, 54, cette Manon qui sait que la survie est un choix. Qui sait que faire confiance à ses instincts peut sauver sa vie. Qui sait qu'elle n'a besoin de personne pour la sauver parce qu'elle peut se sauver elle-même. Je veux que vous compreniez quelque chose. Je ne vous raconte pas cette histoire parce que je veux de la sympathie ou de la pitié. Je vous raconte cette histoire parce que je veux que vous en tiriez une leçon. Faites confiance à vos instincts, toujours. 49, 16, si quelque chose semble faux, c'est probablement le cas. Ne le rationalisez pas. Ne trouvez pas d'excuses pour les gens qui vous donnent de mauvais pressentiments. N'ignorez pas la petite voix dans votre tête qui essaie de vous protéger. Cette petite voix a sauvé ma vie. J'ai vu Lucas verser quelque chose dans mon champagne et chaque partie logique de mon cerveau a essayé de l'expliquer. Il ne me ferait pas de mal. Il m'aime. Je suis juste paranoïaque. 49, 42, mais cette partie instinctive et primale de moi savait mieux et je l'ai écoutée. J'ai écouté et je suis vivante grâce à cela. Surveillez les signes avant-coureurs. Des polices d'assurance de dernière minute, un comportement secret, une désespoir financier, quelqu'un qui vous isole de vos amis et de votre famille, quelqu'un qui vous fait douter de vos propres perceptions, quelqu'un qui ment sur de petites choses parce qu'il s'entraîne pour les gros mensonges. 50, 09, j'ai manqué tous ces signes avec Lucas. Ou peut-être qu'il n'était pas là avant la fin. Je ne sais pas. Mais je sais que si je les avais vus, si j'avais été attentive, peut-être que je serais partie avant que ça n'en arrive à ce point. Et voici la chose la plus importante. Si vous êtes en danger, agissez d'abord et posez des questions plus tard. Je n'ai pas attendu de comprendre pourquoi Lucas m'empoisonnait. Je ne me suis pas arrêté pour avoir une conversation à ce sujet ou lui donner une chance de s'expliquer. 50, 35, je me suis juste protégé.
J'ai échangé ces verres et j'ai sauvé ma propre vie. Vous ne devez votre sécurité à personne. Vous ne devez votre vie à personne. Si quelqu'un essaie de vous faire du mal, vous avez tous les droits de les arrêter par tous les moyens nécessaires. Ne laissez pas la culpabilité, l'amour ou la confusion vous paralyser. Agissez. Protégez-vous. Survivez. J'ai survécu à Lucas Thomas. 51-01, j'ai survécu à ses mensonges, sa trahison, sa tentative de m'assassiner. Et non seulement j'ai survécu, mais je me suis assuré qu'il fasse face à la justice pour ce qu'il a essayé de faire. Il est en prison maintenant, là où est sa place. Et je suis dehors à vivre ma vie, à construire mon entreprise, à sortir de nouveau, à apprendre à faire confiance de nouveau, à guérir. C'est la vraie vengeance, n'est-ce pas? Pas juste qu'il soit enfermé, mais que je sois libre. 51-26, libre de lui. Libre de la peur. Libre de devenir qui je veux être. Il a essayé de finir mon histoire cette nuit-là à notre réception de mariage. Mais tout ce qu'il a fait, c'est commencer un nouveau chapitre. Un chapitre où je suis l'héroïne, pas la victime. Alors, si cette histoire a résonné en vous, j'espère que vous la partagerez. Peut-être qu'elle sauvera la vie de quelqu'un comme mon instinct a sauvé la mienne. 51-49, cliquez sur ce bouton « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires de survie et de justice et commentez ci-dessous. Je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà fait confiance à vos instincts dans un moment dangereux? Avez-vous déjà été dans une situation où quelque chose semblait juste faux et vous avez agi en conséquence? Racontez-moi vos histoires. 52-07, construisons une communauté de survivants et de guerriers qui refusent d'être des victimes. Et rappelez-vous ceci. Vous êtes plus fort que vous ne le savez. Vous êtes plus courageux que vous ne le pensez. Vous êtes plus puissant que quiconque essaie de vous faire du mal. Faites-vous confiance. Protégez-vous. Et si quelqu'un essaie de vous abattre, abattez-les en premier. Légalement, bien sûr. Toujours légalement, mais ne vous laissez pas faire. 52-30, montrez-leur que vous n'êtes pas quelqu'un avec qui on joue. Montrez-leur que vous ne partirez pas tranquillement dans la nuit. Montrez-leur que vous allez vous battre et que vous allez gagner et que vous allez survivre. Je m'appelle Manon Richard. J'ai 37 ans. Je suis chef d'entreprise, fille, sœur, amie, survivante. Et je suis ici pour vous dire que peu importe ce que vous avez traversé, peu importe qui a essayé de vous faire du mal, vous pouvez vous en sortir de l'autre côté. Vous pouvez reconstruire. Vous pouvez guérir. Vous pouvez prospérer. 53-03, je suis la preuve vivante de cela. Lucas Thomas a essayé de me tuer lors de ma nuit de noces, mais je suis toujours là. Je suis toujours debout. Je me bats toujours. Et je ne vais nulle part. Restez en sécurité tout le monde.